Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec un joueur de tennis qui a eu un parcours atypique, un joueur apprécié, reconnu dans le monde du tennis et au Maroc, le pays où il a grandi. Aujourd'hui, il est retraité des cours et s'occupe des jeunes joueurs à la Fédération française de tennis. Il a démarré le tennis à Rabat, en famille, puis a persévéré pour entrer dans le monde professionnel, en s'exilant en France à 17 ans, puis à l'Académie Bollettieri aux États-Unis. C'est l'histoire d'un joueur qui s'est construit petit à petit jusqu'à atteindre la 14e place mondiale. Il a croisé la route des meilleurs de son époque et s'est hissé à plusieurs reprises en quart de finale de l'Open d'Australie et de l'US Open. J'avais envie d'évoquer la manière dont il avait gravi les échelons, ce qu'il avait tiré de son expérience et aussi de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la tête pendant un match. Je suis ravie d'accueillir Younes El Aynaoui. Alors la première question, ça serait comment tu résumerais un peu ton parcours du début jusqu'au moment où tu prends ta retraite? Je pense que si je devais me faire marche arrière et me remettre, disons, 30 ans en arrière aujourd'hui, ce que je verrais, c'est l'aboutissement d'un rêve, puisque mon rêve, ça a été de devenir joueur de tennis. C'était avec une incertitude, si je peux dire, tout au long de ma carrière, sachant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Une défaite va arriver chaque semaine, donc tout ça fait que c'est un rêve, mais en même temps, on a peur qu'il nous échappe. Donc, avec un sentiment, je pourrais dire, de satisfaction une fois que tout est fini, une fois qu'on peut se retourner et puis voir un peu tout ce qu'on a à réaliser, parce que dans le moment même de l'action, c'est vrai qu'on va d'avion en avion, d'hôtel en hôtel, les tournois s'enchaînent, donc on n'a pas véritablement le temps de regarder un petit peu ce qui se passe. Et voilà, ça va tellement vite que il faut attendre la fin de la carrière et c'est là qu'on réalise, bon ben voilà ce qu'on a fait. Et puis parfois il y a un petit manque qui se crée, mais pour ma part, je suis satisfait et voilà, orgueilleux de tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu as réussi à analyser, toi, les raisons qui ont fait que tu as voulu être joueur professionnel? C'est l'amour du jeu. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. On ne peut pas parler de choses matérielles. Je crois que au début, j'y pensais même pas. Voilà, le tennis, c'est quelque chose qui me fascinait. Que je sois à la maison, que je sois au club, il fallait que je joue. C'était contre les murs, dans ma chambre, n'importe où, à n'importe quel moment. Je me suis jamais lassé de ce sport. Et à un moment donné, bien sûr, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et là, c'était du pur bonheur puisque je pouvais vraiment consacrer tout mon temps à cette activité qui me passionnait. Et bien sûr, c'était la compétition surtout qui me faisait, on peut dire, mon dada. Et donc, tout ce qui tournait autour pour être mieux préparé pour ces compétitions et puis être vainqueur dans des matchs, dans des tournois, remporter des trophées, progresser au classement. Voilà, c'est un engrenage qui fait que on se sacrifie de plus en plus, mais pas sacrifier, j'aime pas trop ce mot. On essaye de se perfectionner, voilà, pour arriver à la perfection, qui est impossible. Et alors pourquoi le tennis plutôt qu'un autre sport? Les parents, je crois que ça a été l'influence des parents qui eux-mêmes jouaient au tennis. Mon père a été 15-4, ma mère 30, et donc le week-end, c'était un peu les années 80, 70, 80. La fièvre du tennis, tout le monde voulait jouer au tennis, donc voilà. Banalement, je me suis retrouvé au bord des cours, dans une poussette, je devrais dire. J'ai déjà vu des photos où je regardais mes parents jouer dans la poussette et avec mon frère, tout naturellement, un sparring partner à domicile. On y a pris goût et voilà, c'était marrant de se renvoyer de ces balles et de pouvoir surtout voir à quel niveau le faisaient les grands champions et la marge de progression qui nous restait pour pouvoir être performant. Alors toi, tu nous expliques justement que tu as joué par passion. Est-ce que toi, à un moment donné, tu as eu des rêves, une ambition ou une intime conviction que tu allais réussir dans ce sport? Les rêves, bien sûr. Combien de fois j'ai joué la finale de Roland-Garros dans mon club à Rabat contre mon frère, où on s'inventait des scénarios comme tous les enfants. Après, on sent que ça devient un peu plus
abordable, que ça peut être un peu plus réaliste une fois qu'on arrive déjà dans le top 100, où on se dit, bon, ben là, on se fixe des objectifs, mais au début, tout est bonus. À mes tout débuts, si on m'avait dit que j'allais pouvoir être dans le top 100, j'aurais signé tout de suite. Mais voilà, une fois que les années passent, qu'avec l'expérience, on se fixe des objectifs un peu plus hauts et surtout, on essaye de mettre tout de son côté pour y arriver. Mais toi, justement, tu viens du Maroc, tu t'es entraîné là-bas quand tu étais jeune. Est-ce que tu t'es dit, tiens, ça va être plus compliqué d'y arriver pour moi ou au contraire, tu étais convaincu que tu allais quand même y arriver? Ouais, au contraire, je pense que ça m'a donné une énergie supplémentaire du fait de venir d'un pays où ça avait jamais été fait auparavant, où les meilleurs joueurs avaient été 200e mondial ou un petit peu mieux. Mais voilà, c'était, je pense, un challenge plus qu'un handicap. Et surtout, une fois que les résultats ont commencé à se montrer, ben là, on a senti une ferveur justement de tous ces amoureux du sport qui suivaient les événements, qui suivaient les tournois. Et ça, je pense que ça a été pour moi vraiment source d'énergie. Et d'ailleurs, j'ai souvent bien joué dans les tournois au Maroc, ou que ça soit dans les pays arabes, à Doha, à Dubaï, justement parce que je sentais cette énergie de la population, si je peux dire, des sportifs en général, qui, comme cela n'avait pas été fait auparavant, ben, c'était quelque chose de nouveau. Et alors que une autre nation, un joueur américain ou français qui aurait été top 100, ça serait passé inaperçu. Et au Maroc, ça m'a donné un élan d'énergie. Et est-ce que tu as réussi justement à analyser les qualités mentales qui t'avaient permis de réussir dans le tennis? Ouais, c'est vrai que est-ce qu'on peut parler de qualité mentale innée? Moi, je pense pas. Je pense que ce qui a fait que j'ai réussi à prendre confiance en moi et croire que c'était possible, c'est le fait de m'entraîner plus que personne, je dirais. Je voulais vraiment me démarquer de ce côté-là en essayant vraiment de m'entraîner avec le maximum d'ardeur possible une fois que j'avais arrêté mes études. Et toute cette activité journalière a fait que quand j'arrivais en match, bah, je me sentais préparé, tout simplement. Au même titre qu'un jeune qui voudrait passer un examen, qui va travailler pendant des mois, des années, je dirais. Bon, ben, j'espère pour lui qu'à la fin, ça se passera avec succès. Et c'est ce qui se passe très souvent. Ce sont ceux qui sont mieux préparés qui arrivent avec le plus de confiance le jour J. Ok, mais il y a quand même pas mal de joueurs qui s'entraînent beaucoup et en fait, qu'est-ce qui fait la différence, tu vois qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont réussir à grimper dans le classement alors que d'autres non? Ouais, c'est justement la subtilité dans le sport, c'est d'en faire plus que la concurrence. Et je dirais dans tous les domaines, que ce soit commercial ou politique, il faut en faire plus que son concurrent. Effectivement, tout le monde s'entraîne, mais il y a une certaine ardeur à l'entraînement, il y a une certaine rigueur et tout le monde ne le fait pas avec la même rigueur. Quand on voit des séances d'entraînement de joueurs qui sont dans les 5 meilleurs mondiaux, c'est effarant le niveau de concentration, le niveau d'implication dans l'exercice. Et quand on va voir des joueurs qui sont 500e, 600e, on voit une différence énorme, surtout à l'entraînement. Je pense vraiment que c'est simplement une reproduction, la compétition, de ce qui est fait tous les jours à l'entraînement. On ne peut pas espérer le jour du match montrer quelque chose qui n'a pas été travaillé avant. Oui, mais est-ce que tu as eu aussi un peu des moments de découragement, des blessures, des moments où ça va moins bien? Et comment tu as fait pour continuer justement à y croire dans ces moments-là? Mais effectivement, il y a toujours ce facteur chance. Hein. C'est vrai que personne ne pourra dire avec certitude que si on s'entraîne 10 heures par jour et on fait tout, on va devenir un champion. Ça serait trop facile. Comme je l'ai dit, il y a une mentalité à adopter, il y a le faire avec cœur
Et puis aussi, il y a ce petit facteur chance qui, bien sûr, requiert des blessures. Où là, comme le sportif pousse à l'excès ses entraînements pour progresser, il faut être à la limite pratiquement sur chaque entraînement. Et les voyages, etc., il y a souvent des blessures qui arrivent. Personne n'est épargné. Mais souvent, après une blessure, on revoit un sportif qui revient encore plus fort. Donc, qui a profité de ce temps d'inactivité, qui n'a pas lâché le morceau, qui a continué à y croire. Et ça fait partie du métier. La mécanique lâche à un moment, mais voilà, ça peut être aussi très souvent, et pour mon cas, ça a été le cas. Après avoir eu une blessure, j'ai été le meilleur comeback de l'année, où j'ai pris presque 200 places après avoir subi une opération à la cheville. Et donc, voilà, ça fait partie du jeu, personne n'est épargné. Oui, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une forte détermination à réussir, justement? Forte à réussir, effectivement. Mais comme je l'ai dit au début, c'était une joie, en fait. C'est une détermination surtout à progresser, je pense, à devenir meilleur, à tous les jours se dire, aujourd'hui, je vais profiter de cette journée, de cet entraînement pour progresser. Et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai continué sans arrêt, sans lever le pied. Aussi parce que j'avais pas d'autres opportunités. Ayant arrêté mes études, j'avais, si on peut dire, mis tous mes œufs dans le même panier et il fallait donc les dos au mur. Il fallait absolument trouver une façon de, de gagner sa vie, tout simplement. Ouais, donc ce que tu regardais, c'était pas forcément les résultats, mais surtout ta manière de progresser. Oui, et surtout que si les résultats sont pas là, c'est que les adversaires sont plus forts. Donc, il y a aussi cet état d'esprit à adopter. Gagner, c'est sûr que c'est plus plaisant, mais dans le tennis, on apprend surtout à perdre, surtout quand on est en mode d'apprentissage. Je crois que chaque semaine, il y en a qu'un qui repart à la maison avec la coupe. Tous les autres, ils ont perdu. Alors effectivement, si on arrive en finale ou en demi-finale, on peut être satisfait. Mais généralement, quand on perd un match, c'est une déception. Et donc, la déception, elle fait entièrement partie du métier. Et il faut la gérer. Il faut apprendre à perdre la tête haute en se disant que l'adversaire a été meilleur. Et ça ne peut être que source d'inspiration pour retourner à l'entraînement et pour progresser au prochain affrontement, montrer que voilà, on a progressé depuis notre dernier match et c'est un autre match aujourd'hui. Mais si tu réfléchis à toute ta carrière, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu ou tu aurais pu faire différemment, justement? C'est toujours difficile, mais franchement, je pense que ce qui m'a fait bien jouer, c'est justement le fait qu'au niveau mental, je me suis investi à 100%. Et peut-être que le fait que j'ai été retenu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire que j'ai pu m'entraîner tous les jours qu'à partir de l'âge de 17 ans, ça a fait redoubler en moi cette envie vraiment que j'étais décidé, c'était le sport que j'avais choisi. Donc, c'est pas le parcours académique de la plupart des joueurs de tennis, mais bon, c'est différent. Et aujourd'hui, je suis fier d'en parler, que ça soit avec toi ou que ça soit avec mes enfants ou d'autres personnes. Que ça n'a pas été facile, mais voilà. Il y a pas de voie royale, comme on dit. L'essentiel, c'est d'arriver à ses fins et j'estime que c'était pas trop mal. Ouais, mais quels sont les éléments ou les qualités qu'il faut pour faire partie des meilleurs mondiaux, selon toi? Je pense que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, de lois qui soient universelles et qu'on puisse adopter en se disant on fera de toi, mon enfant, un joueur de tennis professionnel. Je crois que c'est une décision qui doit être prise par le joueur. Il y a beaucoup d'indices qui montrent la détermination, surtout quand on est jeune, surtout quand il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'autres choses à faire plutôt que de consacrer sa vie au tennis. Et savoir que c'est pas un métier facile. Hein, on est vraiment rémunéré à la performance, donc tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais voilà, c'est de vivre de sa passion, de vivre de quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose de fabuleux. Et voilà,
il faut vraiment embrasser le projet et le voir comme un divertissement et non pas comme une dure labeur. Alors quand je t'écoute, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que finalement, t'as pas beaucoup douté de ton projet. Parfois, je travaille avec des joueurs justement qui se posent la question, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai envie de ça? Et toi, là, j'ai l'impression que finalement, tu t'es pas posé plus de questions que ça. En fait, le seul doute que j'ai pu éprouver à des moments, c'est de savoir est-ce que je réussirai à devenir aussi fort que ces joueurs-là. En fin de compte, ça s'arrête là. La réflexion, elle s'arrête là. C'est que un jour, il va y avoir un tournoi quelque part. Il y a deux joueurs qui vont monter sur le court et qui vont s'affronter. Et c'est le meilleur qui va gagner. Donc moi, ma seule préoccupation, si je dirais, j'étais impressionné par le niveau de jeu de ces joueurs, que ce soit quand je pouvais allumer la télé à Roland-Garros ou dans les tournois du Grand Chelem, je les voyais, je me disais, c'est vraiment un niveau incroyable. Et donc, voilà, ils ont deux mains, ils ont deux pieds, comme moi. J'essayais de suivre exactement, de me renseigner sur comment ils s'entraînaient, comment ils s'alimentaient, les entraînements physiques aussi, et de le reproduire. Et franchement, il n'y a pas mieux que se dire la simple chose, c'est de progresser et que les autres, ils ont envie de gagner ce match autant que toi. Et puis, celui qui sera le mieux préparé réussira à gagner. On se retrouve tout de suite dans l'épisode suivant.